Un cri déchirant fendit la brume de ce matin glacial. Et ce qui arriva ensuite changerait à jamais la vie d'un petit village rural. Vous n'allez pas croire comment un simple veau devint le héros improbable de cette histoire de courage et de rédemption. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires poignantes comme celle-ci, qui prouvent que les liens les plus forts naissent dans les moments les plus sombres. La brume dansait sur les champs comme des fantômes oubliés, et c'est alors que Sophie entendit pour la première fois ce son qui glacerait n'importe quel cœur. Ce n'était pas le mugissement habituel du bétail à l'aube, ni le vent chuchotant des secrets entre les feuilles des chênes. C'était un gémissement, profond et traîné, qui semblait porter le poids de toute la tristesse du monde. Sophie s'arrêta au milieu du chemin de terre battu, ses doigts serrant instinctivement la anse du panier en osier qu'elle portait. L'air humide du matin pénétrait ses poumons comme des aiguilles de glace, mais ce n'était pas le froid qui faisait trembler son corps. C'était la certitude inexplicable que ce son était un appel au secours. Il y avait 3 mois que Sophie avait laissé la grande ville derrière elle, échangeant le béton gris pour ces champs ondulants qui s'étendaient à perte de vue. La petite maison en briques apparentes qu'elle avait louée se trouvait à la limite du village de Saint-Denis, un endroit où le temps semblait avoir décidé de marcher plus lentement. Les gens se saluaient encore dans les rues pavées, les enfants jouaient pieds nus les après-midi chauds, et les secrets étaient gardés avec la même dévotion qu'on gardait les recettes de famille. Sophie cherchait exactement cela, le silence, qui lui permettrait d'entendre ses propres pensées, après des années étouffées par le bruit de la métropole. Mais le silence, elle le découvrirait, crie parfois plus fort que n'importe quel bruit. Le gémissement résonna de nouveau, et cette fois Sophie réalisa qu'il venait de la direction de la vieille ferme des Dupont. La propriété était isolée, à l'extrémité ouest du village, séparée des autres maisons par un chemin de terre qui serpentait entre les collines couvertes de hautes herbes. Sophie connaissait l'endroit seulement de vue. Elle était passée plusieurs fois lors de ses promenades matinales, remarquant toujours comment les clôtures en bois semblaient trop fatiguées pour rester debout, comme si l'abandon lui-même avait un poids physique. L'agriculteur, Jean Dupont, était une figure qui inspirait plus de pitié que de peur dans la communauté. Un homme aux épaules voûtées et le regard toujours rivé au sol, comme s'il cherchait quelque chose perdu depuis longtemps. Sophie suivit le son comme un papillon suit la lumière, ses pas créant de petites flaques d'eau sur l'herbe humide, de rosée. Le chemin jusqu'à la ferme était bordé de chênes qui perdaient leurs dernières feuilles, créant un tapis brun doré sur la terre rouge. Le contraste entre la beauté mélancolique de la nature et l'angoisse de ce son créait une dissonance qui serrait sa poitrine. En s'approchant, le gémissement gagnait en texture, se transformant d'un écho lointain en une présence physique qui semblait vibrer dans l'air humide. Sophie pouvait sentir la souffrance comme si c'était une entité vivante, respirant lourdement entre les collines. La ferme des Dupont apparut d'abord comme une silhouette floue à travers la brume. La maison principale, autrefois imposante avec ses murs blanchis à la chaux, présentait maintenant des taches d'humidité qui descendaient comme des larmes pétrifiées. Les vieilles tuiles, nombreuses cassées ou déplacées, permettaient à la pluie d'envahir les pièces supérieures. Sophie pouvait voir à travers les fenêtres sans vitres que la nature avait déjà commencé à réclamer l'espace, avec des lianes serpentant sur les murs intérieurs. Mais ce n'était pas la maison qui attirait son attention. C'était la bergerie, au fond, d'où provenait le gémissement. Sophie s'approcha prudemment, utilisant un sentier entre les arbres qui lui permettait d'observer sans être vue. Des années de vie urbaine lui avaient appris l'importance de la discrétion, surtout lorsqu'il s'agissait des affaires des autres. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent enfin la source de la souffrance, toute prudence s'évapora comme la rosée au soleil. Dans l'enclos boueux, une vache gisait sur le côté, sa respiration laborieuse créant de petits nuages de vapeur dans l'air froid. L'animal était visiblement malade, les côtes saillantes sous le cuir taché de boue, les yeux vitreux, de fièvre. Mais ce qui brisa le cœur de Sophie fut le petit veau blotti contre le corps de sa mère. Le petit ne pouvait pas avoir plus de quelques jours, peut-être une semaine au maximum. Son pelage brun roux conservait encore cette douceur caractéristique des nouveau-nés, mais ses mouvements démontraient déjà une urgence désespérée. Le veau essayait de téter,
poussant son museau contre le pis de sa mère, mais la vache n'avait même pas la force de lever la tête, encore moins de nourrir sa progéniture. Le gémissement que Sophie avait entendu venait des deux, mère et fils unis dans un duo de désespoir qui résonnait dans les champs comme un glas funèbre. C'est alors que Sophie vit Jean Dupont, l'agriculteur apparu de l'autre côté de la bergerie, portant un seau qu'il laissa tomber avec fracas, en voyant l'état des animaux. Pendant un instant, Sophie espéra qu'il courait pour aider, qu'il manifesterait un signe d'inquiétude. Mais Jean resta simplement immobile, les épaules encore plus voûtées, comme si le poids de la situation s'était ajouté à tous les autres fardeaux invisibles qu'il portait. Il murmura quelque chose d'inaudible, secoua la tête et tourna le dos aux animaux, retournant vers la maison à pas traînants. Sophie sentit la colère monter comme de la bile dans sa gorge. Comment quelqu'un pouvait-il simplement tourner le dos à une telle souffrance? Ses poings se fermèrent involontairement, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mais la colère fit bientôt place à un conflit interne plus complexe. Qui était-elle pour juger? Une étrangère qui connaissait à peine les gens ou les coutumes locales. Peut-être y avait-il plus dans cette histoire que ses yeux citadins ne pouvaient y voir. Peut-être Jean était-il aussi brisé que ces animaux, incapable d'offrir des soins parce qu'il ne les recevait pas lui-même. Le veau, dans un mouvement qui défiait son jeune âge, réussit à se mettre debout. Ses pattes bancales tremblèrent d'effort, mais il y avait une détermination dans ses mouvements qui toucha profondément Sophie. Le petit marcha en titubant jusqu'à la clôture, et à la surprise de Sophie, fixa ses grands yeux bruns directement sur elle, comme s'il savait qu'il était observé. Il n'y avait pas de peur dans ce regard, seulement une intelligence troublante et une demande silencieuse qui transcendait la barrière entre les espèces. Sophie recula involontairement, mais le veau suivit son mouvement, pressant son museau entre les lattes de bois de la clôture. Un faible mugissement s'échappa de sa petite gorge, différent du gémissement précédent. C'était presque comme s'il essayait de communiquer, d'établir une connexion. Sophie tendit la main hésitante, et lorsque ses doigts touchèrent le pelage doux du front de l'animal, elle sentit un courant électrique de compréhension mutuelle. Le veau ferma les yeux un instant, se penchant contre son toucher comme si ce petit geste de tendresse était la première gentillesse qu'il expérimentait dans sa courte vie. Dans les jours qui suivirent, Sophie retourna à la ferme comme qui accomplit un rituel sacré, toujours aux premières heures du matin, lorsque la brume embrassait encore les champs et que Jean dormait d'un sommeil agité. Elle apportait du foin frais qu'elle achetait avec ses économies, de l'eau propre dans des bouteilles qu'elle cachait dans son sac à dos, et une pâte nutritive qu'elle avait apprise à faire avec Madame Conception, la vétérinaire retraitée qui vivait au centre du village. Le veau l'attendait toujours près de la clôture, comme s'il avait mémorisé le son de ses pas sur la terre humide. La vache, que Sophie avait baptisée silencieusement Espoir, montrait de timides signes d'amélioration. Ses yeux avaient retrouvé un peu de leur éclat, et elle pouvait lever la tête lorsque son fils s'approchait. Mais le progrès était lent, douloureusement lent, et Sophie savait qu'il lui fallait plus que des soins clandestins. La situation exigeait une intervention professionnelle, des médicaments appropriés, et surtout, la coopération de Jean. Mais comment aborder un homme qui semblait porter le monde sur ses épaules? L'occasion se présenta un samedi après-midi, lorsque Sophie rencontra Jean au petit marché du village. Il était arrêté devant le rayon des aliments pour animaux, les doigts tapotant nerveusement dans sa poche vide. Sophie respira profondément, ajusta son courage comme qui ajuste une robe, et s'approcha. La conversation commença par des banalités sur le temps, la récolte, les prix. Sophie choisissait ses mots comme qui marche sur un champ de mine, essayant de construire un pont avant de le traverser. Lorsqu'elle mentionna finalement avoir vu les animaux pendant une promenade, le visage de Jean se ferma comme une porte, battue par le vent. Les rides autour de ses yeux s'approfondirent, et sa voix sortit rauque comme de la rouille. Il parla de la façon dont la ferme était la fierté de la famille, comment son père et son grand-père avaient tout construit. De leurs propres mains, il parla de la sécheresse de 3 ans auparavant qui avait décimé le troupeau, des dettes qui s'accumulaient comme des sédiments au fond d'une rivière. Il parla de son épouse, Rose,
qui était parti avec les enfants lorsqu'il avait refusé de vendre la terre pour rembourser les dettes. Chaque mot était un fragment de verre qui coupait en étant prononcé. Sophie écouta en silence, son cœur se serrant à chaque révélation. Lorsque Jean eut terminé, elle suggéra gentiment qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait aider avec les animaux, peut-être un accord de partenariat. Mais ce fut comme allumer une allumette près de l'essence. Jean explosa dans une fureur qui ressemblait plus au désespoir, l'accusant d'être une étrangère de plus voulant se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Ses mots furent durs comme des pierres, et Sophie recula, se mordant la langue pour ne pas riposter. Elle vit dans ses yeux non seulement de la colère, mais de la peur. Peur de perdre le dernier fil qui le reliait au passé. Peur d'admettre qu'il avait besoin d'aide. La tension à la ferme escalada dans les semaines suivantes. Sophie continua ses visites secrètes, mais savait maintenant que Jean était au courant de sa présence. Parfois, elle le voyait l'observer depuis une fenêtre de la maison principale, son visage un masque impénétrable. Le veau que Sophie avait commencé à appeler Courage développait des manières de plus en plus élaborées de communiquer. Il mugissait selon des schémas spécifiques lorsqu'elle arrivait, différents des sons qu'il faisait lorsqu'il avait faim ou lorsqu'il essayait de stimuler sa mère à se lever. Ce fut un matin particulièrement froid que Sophie assista à quelque chose d'extraordinaire. Espoir avait empiré pendant la nuit, sa respiration devenant de plus en plus superficielle. Courage, au lieu de s'éloigner comme il serait naturel pour un animal aussi jeune, se positionna entre sa mère et la clôture, comme s'il créait une barrière protectrice. Lorsque Jean apparut portant ce qui semblait être une corde, le veau ne bougea pas. Au contraire, il leva sa petite tête et regarda l'agriculteur avec une intensité qui semblait impossible pour une créature aussi jeune. Sophie retint son souffle, son corps tendu comme une corde de violon sur le point de claquer. Elle vit Jean hésiter, la corde tremblant dans ses mains calleuses. Le moment s'étendit comme du caramel au feu, chaque seconde une éternité de possibilités. C'est alors que Courage fit quelque chose qui changerait tout. Le petit veau marcha lentement jusqu'à Jean et, avec une infinie gentillesse, toucha le genou de l'homme avec son museau. Un geste si simple, si pur, qu'il sembla traverser toutes les couches d'amertume et d'orgueil blessé. Jean s'effondra à genoux dans la boue, les mains couvrant son visage tandis que des sanglots silencieux secouaient ses épaules. Sophie n'avait jamais vu un homme pleurer de cette façon, comme si des années de larmes refoulées avaient enfin trouvé une issue. Courage resta là, son petit corps chaud pressé contre l'agriculteur, offrant un réconfort qui n'avait pas besoin de mots. C'est à ce moment-là que Sophie sut qu'il était temps d'agir de manière décisive. Elle sortit de sa cachette et marcha lentement jusqu'à la bergerie. Jean leva les yeux rouges, mais il n'y avait plus de colère en eux, seulement de l'épuisement. Sophie ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement à ses côtés dans la boue froide. Ils restèrent là, tous les trois, unis par un moment de vulnérabilité partagée. Ce fut Jean qui brisa le silence, sa voix rauque comme des branches sèches. Il raconta les nuits blanches, comment il voyait le fantôme de son père dans chaque coin de la ferme, déçu de ce que son fils avait laissé arriver. Il parla des lettres de Rose qu'il n'avait pas le courage d'ouvrir, des enfants qui ne reconnaîtraient presque plus leur père s'ils le voyaient maintenant. Sophie écouta et, lorsqu'il eut terminé, elle raconta sa propre histoire, son divorce qui l'avait laissé sans abri, son emploi à la ville qui lui aspirait l'âme goutte à goutte, sa décision de recommencer dans un endroit où elle pourrait respirer. Elle parla de la façon dont le gémissement d'espoir l'avait touchée parce qu'elle reconnaissait ce son. C'était le même qui résonnait dans son propre cœur les nuits solitaires. Elle parla de courage et comment la détermination du petit veau avait renouvelé sa propre foi dans la possibilité de jours meilleurs. Pendant qu'il parlait, Courage était retourné auprès de sa mère, essayant une fois de plus de l'inciter à se relever. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, peignant la bergerie de tons dorés qui rendait la boue moins sombre. C'est alors que Sophie proposa quelque chose qui changerait le cours des choses pour tous. Elle connaissait des gens dans le village, de bonnes personnes qui comprenaient la valeur de la terre et de la tradition, des personnes qui pourraient aider non par pitié, mais par respect pour l'héritage que la ferme représentait. Mais elle aurait besoin de la permission de Jean.
de sa volonté d'accepter que demander de l'aide n'était pas une faiblesse mais du courage. Jean resta silencieux pendant de longues minutes, son regard alternant entre espoir, courage et Sophie. Lorsqu'il accepta enfin par un signe de tête presque imperceptible, Sophie sentit comme si une digue s'était rompue dans sa poitrine. Elle se leva, les jambes engourdies par le temps passé à genoux, et courut jusqu'à sa maison. Elle avait des appels à faire, des gens à mobiliser. Le village de Saint-Denis était sur le point de montrer de quoi il était capable, lorsqu'un des siens avait besoin d'aide. La première à répondre à l'appel fut Madame Conception, la vétérinaire retraitée que Sophie avait consultée pour les soins de base. La femme aux cheveux blancs et aux mains fermes arriva en moins d'une heure, son vieux pick-up soulevant de la poussière sur la route. Elle examina Espoir avec l'efficacité de décennies d'expérience, ses lèvres pincées en une fine ligne tandis qu'elle auscultait l'animal. Le diagnostic n'était pas des meilleurs. Pneumonie avancée compliquée par une malnutrition sévère. Mais Madame Conception avait déjà vu des cas pires se rétablir. L'important était d'agir vite. Pendant que la vétérinaire appliquait les premiers médicaments, d'autres habitants commencèrent à arriver. Manuel apporta des ballots de foin de première qualité, refusant d'accepter un paiement. Marie apparut avec une casserole fumante de bouillon, insistant sur le fait que Jean devait se nourrir pour avoir la force de s'occuper des animaux. Les frères Martin, connus dans la région pour leur habileté avec le bois, commencèrent immédiatement à réparer les parties les plus détériorées de la clôture. C'était comme si tout le village avait attendu un signe pour montrer que la communauté était plus qu'un ensemble de maisons. C'était un organisme vivant qui prenait soin de ses parties. Pierre-Henri fut l'un des derniers à arriver. Le professeur d'agronomie de l'école technique locale était un jeune homme, aux yeux couleur miel, qui brillait d'intelligence et de bonté. Sophie l'avait brièvement rencontré lors d'une foire aux produits bio, mais ce n'est que maintenant, en le voyant retrousser ses manches et se joindre au travail sans hésitation, qu'elle le remarqua vraiment. Il y avait quelque chose dans la façon dont il traitait les animaux, avec respect et connaissance, qui réchauffait des endroits dans son cœur qu'elle pensait être gelés de manière permanente. Courage sembla comprendre que la marée avait tourné. Le petit veau circulait entre les gens, touchant chacun avec son museau comme s'il bénissait leur présence. Lorsqu'il arriva à Pierre-Henri, il fit quelque chose de curieux. Il prit délicatement la manche de la chemise du professeur entre ses noms et le tira en direction de Sophie. Pierre rit, un son riche et authentique qui fit rougir Sophie. Le veau lâcha la chemise et mugit satisfait, comme s'il avait accompli une mission importante. Les jours se transformèrent en semaines, et la ferme des Dupont revint lentement à la vie. Espoir répondit bien au traitement. Sa guérison lente mais constante. Chaque petite victoire était célébrée. Le premier jour où elle réussit à se tenir debout toute seule, la première fois qu'elle réussit à allaiter Courage correctement, le premier mugissement fort qu'elle laissa échapper en voyant le soleil se lever. Jean changeait aussi, les traits durs de son visage s'adoucissant au fur et à mesure qu'il acceptait l'aide offerte. Il commença à sourire occasionnellement, un phénomène si rare que les enfants du village faisaient des paris sur quand cela arriverait à nouveau. Sophie et Pierre-Henri gravitaient naturellement l'un vers l'autre lors des visites à la ferme. Leurs conversations commencèrent par des aspects techniques sur la nutrition animale et les techniques de gestion, mais évoluèrent progressivement vers des territoires plus personnels. Pierre parla de son enfance à la campagne, de la façon dont il avait lutté pour étudier et retourner aider sa communauté. Sophie parla de ses peurs de ne pas s'intégrer, de la façon dont la ville avait endurci des parties d'elle qui ne commençaient que maintenant à s'adoucir à nouveau. Ce fut pendant un après-midi de travail commun, tandis qu'ils construisaient de nouvelles auges pour les animaux, que leurs mains se touchèrent accidentellement en attrapant le même outil. Le moment dura seulement 1 seconde, mais l'électricité qui passa entre eux aurait pu éclairer tout le village. Sophie recula, le cœur battant la chamade, mais Pierre prit gentiment sa main, entrelaçant ses doigts calleux avec les siens. Il n'y eut pas besoin de mots. Le geste disait tout sur les possibilités et les promesses non verbalisées. Le premier vrai test arriva lors d'une nuit de tempête. Le vent hurlait comme des loups affamés, et la pluie tombait en rideaux si, dans ce qu'il était impossible de voir au-delà de quelques mètres.
Sophie se réveilla avec le téléphone qui sonnait, la voix de Jean de l'autre côté tremblant de panique. Espoir avait commencé à mettre bas prématurément, compliqué par son état encore fragile. Madame Conception était hors de la ville, et le vétérinaire le plus proche se trouvait à 2 heures de route. Un temps trop long avec les routes dans ces conditions. Sophie n'hésita pas. Elle s'habilla en hâte, prit le kit d'urgence que Madame Conception avait laissé pour les situations extrêmes et affronta la tempête. Pierre était déjà en route, alerté par Jean lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, ils trouvèrent une scène qui resterait gravée à jamais dans leur mémoire. Courage était positionné de manière protectrice à côté de sa mère, son petit corps tremblant non de froid, mais d'inquiétude. Espoir était couché sur le côté, sa respiration laborieuse entrecoupée de mugissements de douleur. Les heures qui suivirent testèrent toutes les limites. Sophie, suivant les instructions qu'elle avait mémorisées des livres de Madame Conception, guida Jean et Pierre à travers le processus. La pluie tambourinait sur le toit improvisé qu'ils avaient construit au-dessus de la bergerie, créant une symphonie chaotique qui reflétait la tension du moment. Courage ne quitta jamais le côté de sa mère, la touchant occasionnellement du museau, comme s'il lui transmettait de la force. Il était presque l'aube lorsque le nouveau veau naquit enfin, une femelle petite mais parfaitement formée. Le soulagement fut palpable, une vague qui balaya tous les présents. Espoir, épuisée mais triomphante, nettoya sa nouvelle progéniture, avec une énergie que personne ne croirait possible des semaines auparavant. Courage s'approcha prudemment de sa sœur, la reniflant avec curiosité, avant de donner son approbation avec un faible mugissement. Sophie sentit les larmes couler librement sur son visage, se mélangeant à la pluie qui tombait encore du toit. Pierre la prit dans ses bras, et elle se laissa fondre contre sa poitrine, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle avait trouvé un port sûr. Jean baptisa la petite génisse Renaissance, un nom qui captait parfaitement l'esprit de transformation qui avait envahi la ferme. Dans les semaines suivantes, la propriété devint un symbole vivant de ce qu'une communauté unie pouvait réaliser. Des volontaires continuèrent à apparaître, apportant non seulement de l'aide matérielle, mais des histoires et des rires qui ne résonnaient plus dans ces murs depuis longtemps. La maison principale commença à être restaurée, une tuile à la fois, un mur à la fois. Le moment le plus touchant arriva un après-midi ensoleillé, lorsqu'une voiture inconnue s'arrêta devant la ferme. Sophie aidait à nourrir les veaux. Lorsqu'elle vit Jean se paralyser, le seau de nourriture lui glissant des mains. De la voiture descendirent une femme et 2 adolescents, un garçon et une fille. Rose était revenue, non pour réclamer ou réprimander, mais parce que les nouvelles de la transformation de Jean étaient parvenues jusqu'à elle. Les enfants, initialement timides, furent rapidement conquis par Courage, qui semblait avoir un talent spécial pour briser les barrières. La réconciliation ne fut ni immédiate ni facile. Il y avait beaucoup de blessures à soigner, des mots non dits qui devaient trouver une voie. Mais avec la même patience qui avait sauvé Espoir, la famille commença à se reconstruire. Rose apporta ses propres compétences, transformant une partie de la ferme en un jardin potager qui fournirait bientôt des légumes à tout le village. Les enfants, redécouvrant leurs racines, apportèrent une énergie jeune que la propriété n'avait pas vue depuis des années. Sophie observait tout avec un mélange de joie et de mélancolie. Son rôle de catalyseur avait été accompli, et une partie d'elle se demandait s'il y avait encore de la place pour elle dans cette nouvelle configuration. Ce fut Pierre qui remarqua son inquiétude, lors d'une promenade au crépuscule, à travers les champs maintenant verdoyants. Il s'arrêta soudainement, prit ses mains dans les siennes, et avec la sincérité qu'elle avait appris à aimer, dit que la ferme n'avait été que le commencement. Il voyait en elle non seulement la femme qui avait sauvé Espoir et Courage, mais la compagne avec qui il voulait construire quelque chose de propre. La demande arriva enveloppée de simplicité, comme tout ce qui était vrai en cet endroit. Pierre offrit à Sophie un petit bijou en bois, sculpté par lui-même en forme de veau. C'était rustique, les proportions légèrement incorrectes, mais il y avait tant d'amour dans chaque entaille que Sophie sentit son cœur déborder. Elle dit oui avant même qu'il ait fini de parler, scellant la promesse par un baiser qui avait le goût de terre humide et de possibilités infinies. La ferme des Dupont devint le théâtre d'une autre célébration quelques mois plus tard.
Le mariage de Sophie et Pierre fut célébré sous les chênes en fleurs, avec courage et renaissance, portant des couronnes de fleurs comme parrains improbables. Espoir observait tout depuis le pâturage voisin, ses yeux sereins reflétant la paix qui avait remplacé la souffrance. Jean, méconnaissable dans son costume bien taillé, fit le discours du père de la mariée que Sophie n'avait jamais eu, sa voix serrée mais ferme, tandis qu'il remerciait la femme qui avait rendu la vie à sa terre et à sa famille. La fête dura jusqu'à l'aube, avec des guitaristes locaux jouant des chansons populaires qui faisaient se souvenir les plus âgés et apprendre aux plus jeunes. Sophie dansa jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, tournoyant dans les bras de Pierre, tandis qu'autour d'eux la communauté célébrait non seulement une union, mais la preuve vivante que la compassion pouvait transformer les destins. À un moment donné au milieu de la nuit, elle s'éloigna du bruit et marcha jusqu'à la bergerie où tout avait commencé. Courage l'attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Le veau, maintenant un jeune taureau fort et en bonne santé, s'approcha avec la même gentillesse que lors de leur première rencontre. Sophie passa sa main sur son pelage lustré, se souvenant de ce petit tremblant qui avait touché son cœur par un simple regard. Autour d'eux, la ferme dormait paisiblement, chaque animal en sécurité et soigné, chaque clôture réparée, chaque rêve reconstruit. Le gémissement s'était transformé en chanson, le désespoir en espoir, la solitude en communauté. 1 an plus tard, Sophie était à nouveau dans la bergerie, mais cette fois elle portait quelque chose de précieux dans ses bras. Sa fille de quelques mois dormait tranquillement, enveloppée dans une couverture tricotée par Marie. Pierre était à ses côtés, un bras protecteur autour de sa famille. Courage s'approcha avec la prudence de qui comprend la fragilité de la vie nouvelle. Avec un soin infini, il toucha la petite main de la bébé avec son museau, un geste de bienvenue qui fit pleurer tous les présents. Jean et Rose observaient depuis le balcon de la maison maintenant entièrement restaurée, leurs mains entrelacées comme des adolescents. Leurs enfants couraient dans les champs avec d'autres enfants du village, leurs rires résonnant comme des cloches. La ferme était devenue un centre communautaire informel, où les gens se réunissaient pour partager non seulement le travail, mais la vie. Des potagers communautaires fleurissaient là où il n'y avait auparavant que des mauvaises herbes, et un petit marché de produits bio avait lieu chaque samedi, attirant des visiteurs de toute la région. Madame Conception, maintenant, vétérinaire officielle de la ferme malgré sa retraite, avait établi une clinique improvisée, où elle soignait gratuitement les animaux de la région. De jeunes apprentis la suivaient comme des poussins, absorbant des décennies de sagesse. Parmi eux se trouvait le fils aîné de Jean, qui avait découvert dans la médecine vétérinaire sa vocation. Le cycle de la vie continuait, chaque génération plantant des graines pour la suivante. Ce fut lors de la fête d'1 an de Renaissance Junior, comme ils avaient baptisé la fille de Sophie, que la transformation complète devint évidente. Le petit village de Saint-Denis avait gagné en renommée régionale comme exemple de communauté unie. Des journalistes venaient documenter l'histoire de la ferme qui était revenue de ses cendres. Des universitaires étudiaient le modèle d'agriculture, durable et communautaire qui était apparu organiquement. Mais pour Sophie, le vrai miracle était dans les petits détails. C'était dans la façon dont Courage guidait gentiment les plus jeunes veaux, les éduquant avec une patience infinie. C'était dans l'éclat dans les yeux de Jean lorsqu'il parlait des projets d'avenir. C'était dans les mains entrelacées des couples qui s'étaient rencontrés lors des chantiers participatifs. C'était dans chaque lever de soleil qui n'était plus accueilli par des gémissements, mais par des mugissements joyeux et le son d'une communauté se réveillant pour une nouvelle journée de but partagé. Assise à l'ombre du chêne où elle s'était mariée, Sophie observait sa fille faire ses premiers pas chancelants en direction de Courage. Le taureau, avec la même gentillesse qu'il avait montrée depuis son jeune âge, baissa la tête pour que la petite fille puisse caresser son pelage. Pierre capturait le moment avec un appareil photo, mais Sophie savait qu'aucune photographie ne pourrait capturer la profondeur de cet instant. C'était la fermeture d'un cercle qui avait commencé par le désespoir et se terminait par la plénitude. Le soir tombait doré sur les champs, teignant tout de ton miel et de promesses. Au loin, espoir mugissait en appelant sa seconde progéniture. Un veau robuste qui promettait d'être aussi spécial que Courage. Le vent portait l'odeur de terre fertile et d'herbes fraîches, mélangée à l'arôme du pain qui cuisait dans le
four communautaire qu'ils avaient reconstruit. Sophie ferma les yeux et laissa tous ses sens absorber ce moment de paix parfaite. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, elle rencontra le regard de Pierre. Il y avait en lui la même question silencieuse qu'elle portait dans sa poitrine. Ils avaient construit quelque chose de magnifique ici, mais le monde était vaste et il y avait d'autres endroits qui avaient besoin du même toucher transformateur. D'autres gémissements attendant d'être entendus, d'autres communautés attendant d'être réveillées. La graine avait été plantée à Saint-Denis, mais il était temps de laisser le vent la porter vers de nouveaux champs. La décision ne fut pas prise à la légère. Il y eut des nuits de conversation sous les étoiles, des consultations avec Jean et Rose, des larmes à l'idée de laisser derrière ce qu'ils avaient construit. Mais courage, comme toujours, fournit la réponse. Un matin nuageux, le taureau les guida jusqu'à une partie de la ferme qu'ils visitaient rarement. Là, à moitié cachée par la végétation, se trouvait une vieille charrette que le grand-père de Jean avait utilisée pour défricher ses terres des décennies auparavant. Pierre et Sophie s'échangèrent un regard, et ils surent. Ils n'abandonnaient pas Saint-Denis, ils étendaient leur portée. Avec la bénédiction de la communauté et des promesses de visites fréquentes, ils commencèrent à planifier. L'idée était simple mais puissante. Créer un réseau de fermes communautaires, chacune un phare d'espoir dans sa région, ils emporteraient avec eux les leçons apprises, les techniques développées, mais surtout la certitude qu'aucun gémissement ne devrait résonner sans réponse. Les adieux furent doux amers. Tout le village se rassembla pour ce qu'ils appelèrent la fête des semailles. Des cadeaux furent échangés, des embrassades qui semblaient vouloir garder un morceau de chaque personne. Courage, comme s'il comprenait, resta proche pendant toute la célébration. Lorsque le moment du départ arriva, le taureau fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il marcha jusqu'à la charrette restaurée et la toucha du museau, puis se retourna vers Sophie et Pierre avec ce regard qui avait tout commencé. C'était une bénédiction, une douce poussée vers l'avenir. Tandis que la charrette s'éloignait par la route poussiéreuse, Sophie regarda en arrière une dernière fois. La ferme des Dupont brillait sous le soleil matinal comme un joyau. Elle pouvait voir les silhouettes minuscules de tous ceux qu'elle aimait, saluant depuis le portail. Courage était en tête, sa silhouette forte et protectrice, gravée à jamais dans sa mémoire. Renaissance Junior dormait dans ses bras, inconsciente qu'elle était sur le point de faire partie de quelque chose de plus grand qu'une seule ferme ou un village. Pierre prit sa main libre, la serrant gentiment 3 fois, son code silencieux, « Pour je t'aime ». Sophie rendit le geste et tourna le visage vers la route devant elle. Il y avait des chants qui attendaient, des communautés dormantes prêtes à se réveiller, des gémissements silencieux désireux de se transformer en chansons. Le voyage serait long et pas toujours facile, mais elle portait avec elle la certitude inébranlable que là où il y aurait compassion et courage, il y aurait transformation. Le soleil montait dans le ciel limpide tandis qu'il s'éloignait, mais Sophie pouvait jurer qu'elle entendait encore, portée par le vent, le mugissement fort et plein d'espoir de courage. Ce n'était plus un gémissement, c'était un appel. Un rappel que dans chaque champ abandonné il y avait un potentiel de renaissance. Dans chaque cœur endurci il y avait de la place pour l'amour. Dans chaque communauté fragmentée il y avait la possibilité de l'union. La ferme des Dupont n'avait été que le commencement. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?